La comète C2023 A3 Chun-Shinshan Atlas fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Certains l'appellent même la comète du siècle. Mais qu'est-ce que cette comète a vraiment d'exceptionnel? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et pour que vous puissiez en profiter au maximum, on va également voir toutes les infos pour bien l'observer ou la photographier. Juste avant de commencer, on avait fait toute une série de vidéos sur les comètes lorsque la comète C2022 E3 ZTF était passée proche de la Terre au mois de février 2023. Du coup, je vais pas revenir sur tout ce que j'avais expliqué, mais si vous voulez savoir ce qu'est une comète, comment on la nomme, etc., je vous renvoie à notre vidéo sur C2022 E3 ZTF. Revenons à notre fameuse comète du siècle, C2023 A3 Chun-Shinshan Atlas. Cette nouvelle comète, elle a été découverte tout récemment, début 2023. D'abord par l'observatoire de la montagne pourpre, Chun-Shinshan, en Chine, le 9 janvier 2023. Mais également quelques semaines plus tard par le système Atlas, le 22 février 2023. Atlas, en fait, c'est un acronyme pour Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, ou en français, Système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes. Comme vous l'aurez peut-être compris avec son nom, il s'agit d'un système optimisé pour détecter les plus petits objets géocroiseurs juste quelques semaines ou quelques jours avant qu'ils entrent en collision avec la Terre. C'est un système qui se compose de 4 télescopes, et c'est l'un d'eux situé en Afrique du Sud qui a détecté la comète. À l'époque, elle avait une magnitude d'à peu près 18,1. Faut savoir que les télescopes professionnels y détectent les comètes à des grosses magnitudes, généralement autour de 20. Vous l'aurez compris, la comète C2023 A3 Chun-Shinshan Atlas, elle porte le nom de ses deux découvreurs, Atlas et Chun-Shinshan. Et C2023 A3, ça signifie tout simplement qu'il s'agit d'une comète non périodique, C, découverte en 2023, et plus précisément pendant la première quinzaine du mois de janvier, A, et c'est en fait la troisième comète découverte au cours de cette période. Donc C2023 pour comète non périodique découverte en 2023 et A3 pour troisième comète découverte dans la première quinzaine de janvier. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur C2022 E3 ZTF pour mieux comprendre comment on nomme les comètes. Mais en fait, après recherche, on a retrouvé une trace d'observation de cette comète le 22 décembre 2022. Cette observation, elle avait été effectuée par le système ZTF, Zwicky Transition Facility, c'est le même système qu'avait découvert C2022 E3 ZTF. La comète avait alors une magnitude d'environ 19, mais en fait le système ZTF n'a pas signalé sa découverte. C'est pour ça qu'on considère que ce sont Chun-Shinshan et Atlas qui l'ont découverte en 2023, et non pas ZTF en 2022. C2023 A3, c'est une comète qui provient du nuage de Oort et qui a une très longue période, puisqu'elle fait une orbite autour du Soleil en environ 80 000 ans. Autant vous dire que si on ne l'observe pas cette année, on n'est pas près de la revoir. Alors pourquoi on l'appelle la comète du siècle? Vous vous en doutez, c'est lié au fait qu'elle soit vraiment très brillante. Et elle est en fait tellement brillante qu'elle sera en fait très visible à l'œil nu, à tel point que le public non initié, donc qui ne pratique pas l'astronomie amateur, devrait la remarquer dans le ciel. Pour vous donner une idée, on la compare beaucoup à Neowise, qui était visible en 2020 et qui a atteint une magnitude de 0,9. Certaines prévisions prévoient même qu'elle soit encore plus spectaculaire, comme L-BOP en 1997 qui avait atteint une magnitude de moins 1,8. Il y a quelques mois, quand on commençait à en parler, il y a même certains scientifiques qui estimaient qu'elle aurait une magnitude qui descendrait jusqu'à moins 5. C'est vraiment énorme, surtout pour une comète. Pour vous donner une idée, Vénus a à peu près une magnitude de moins 3. Une autre particularité de cette comète, c'est qu'elle est passée vraiment très proche du Soleil. Et ça, pour une comète, ça veut dire que généralement, elle développe une queue cométaire vraiment très impressionnante. La queue cométaire, c'est cette large traînée que vous voyez derrière le noyau de la comète, quand vous en observez une. Maintenant que vous savez pourquoi on en parle vraiment autant, il est temps de voir comment l'observer. Pour ça, on se retrouve sur Stellarium. Juste avant d'aller plus loin et de vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur l'observation de la comète, si vous voulez tenter de l'observer ou de la photographier, je vous ai préparé un petit tuto Stellarium pour vous montrer comment ajouter la comète dans le logiciel, pouvoir la suivre soir après soir, ainsi qu'un PDF qui regroupe toutes les informations importantes pour pouvoir observer ou photographier la comète. Vous pouvez accéder à tout ça gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Alors en fait, Chun-Shinshan Atlas, elle commence seulement à être visible dans l'hémisphère nord. Avant, elle était visible uniquement dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, il y a déjà plein de très beaux clichés qui circulent sur elle, et en fait, la plupart, c'est des clichés qui ont été pris depuis l'hémisphère sud. En voici par exemple un qui a été pris dans le désert d'Atacama au Chili et qui est vraiment sublime. En général, le meilleur moment pour observer une comète, c'est le moment où elle passe au plus proche du Soleil, parce que c'est là qu'elle est la plus lumineuse. Le problème, c'est que pour C2023 A3, c'était le 27 septembre dernier, et elle n'était pas encore très bien visible dans l'hémisphère nord. Chez nous, elle était vraiment hyper basse sur l'horizon, et surtout, elle était vraiment hyper proche du Soleil visuellement, ce qui fait qu'elle était noyée dans les lueurs de l'aube. Elle a commencé à être vraiment bien visible chez nous à partir du 2 octobre, mais elle est encore hyper basse sur l'horizon. Et sa trajectoire fait qu'elle est vraiment hyper proche du Soleil visuellement pour nous, et en fait, elle disparaît jusqu'au 5 octobre à peu près, et elle va commencer à redevenir visible à partir du 10. Vous voyez, si je vous montre là par exemple le 5, elle est vraiment hyper basse sur l'horizon quand elle se lève,
et rapidement, en fait, elle est noyée par la lueur du soleil qui est vraiment très très proche. Et ça s'empire encore dans les prochains jours, puisque la trajectoire de la comète se rapproche de plus en plus du soleil, jusqu'au 9 où elle est vraiment hyper proche, et à partir du 10, elle va commencer à s'en éloigner. Et c'est d'ailleurs un point de bascule, puisqu'à partir du 10, la comète va commencer à être visible non plus le matin, mais le soir. En fait, à partir du 9, la comète commence à se coucher après le soleil, mais elle est encore tellement proche de lui visuellement qu'elle est vraiment noyée dans ses lumières, et donc on ne peut pas vraiment l'observer. Elle va vraiment redevenir visible à partir du 10. Et c'est en fait à partir de cette date que ça sera la meilleure période pour l'observer. Le mieux en fait, c'est de l'observer entre le 10 et le 14, parce qu'elle va passer en fait au plus proche de nous, le 12, et elle sera donc bien lumineuse. On estime que sa magnitude devrait alors descendre en dessous de 1 et approcher même les 0. Et elle sera donc vraiment bien visible à l'œil nu. En fait, on considère qu'un objet commence à être visible à l'œil nu sous un ciel bien sombre à partir d'une magnitude de 4, donc inférieure ou égale à 4. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la comète, comme vous pouvez le voir, elle sera encore vraiment super basse sur l'horizon et très proche du soleil. Donc ça veut dire 1, qu'elle va être très difficile à observer si vous n'avez pas un horizon bien dégagé à l'ouest, et 2, qu'elle est vraiment hyper proche du soleil et donc noyée dans ses lueurs. Elle va aussi se coucher très tôt après le coucher du soleil, et donc il y a une vraiment très faible fenêtre pour pouvoir l'observer. À ce moment-là, la comète sera dans la constellation de la Vierge, et elle y restera jusqu'au 15. Ensuite, elle rentrera dans la constellation du Serpent, puis elle passera dans la constellation d'Ophiuchus à partir du 20. Elle restera dans la constellation d'Ophiuchus jusqu'au 11 novembre, date à laquelle elle repassera dans l'autre partie de la constellation du Serpent, plutôt au niveau de la queue. Elle restera dans la constellation du Serpent jusqu'au 24, puis elle passera dans la constellation de l'Aigle, et en fait, c'est là-bas qu'elle sera quand sa luminosité sera tellement faible qu'on pourra plus la voir. Du coup, je vous ai dit que la meilleure période pour l'observer c'était entre le 10 et le 14 octobre, mais qu'elle serait super basse sur l'horizon et donc ce serait compliqué. Le truc, c'est qu'après le 14, sa luminosité va commencer à faiblir. Elle sera donc de moins en moins visible, en tout cas à l'œil nu. Mais en même temps, elle va continuer à monter dans le ciel, et elle sera de plus en plus loin du soleil. Du coup, elle sera d'un côté plus haute, et donc ce sera plus facile de l'observer si vous n'avez pas forcément un horizon hyper bien dégagé, et en plus, la fenêtre pour l'observer sera plus longue, puisqu'elle mettra plus de temps à se coucher après le coucher du soleil. Comme sa luminosité sera plus faible, ce sera plus difficile de l'observer à l'œil nu, mais vous pourrez continuer à en profiter soit aux jumelles, soit au télescope. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que je vous ai dit qu'elle commençait à être moins lumineuse à partir du 14, mais c'est pas non plus instantané, donc il vous restera encore quelques jours pour l'observer à l'œil nu avant que sa magnitude soit trop élevée pour qu'on puisse la voir. Et elle restera encore normalement visible avec un instrument jusqu'à environ fin novembre. À part la période du 10 au 14 qui est vraiment le moment le plus intéressant pour l'observer, je vous ai noté 2 dates intéressantes. Il y a d'abord le 15 octobre, puisque la comète va se rapprocher de l'amas globulaire M5, l'amas de la Rose qui se situe dans le Serpent. Ça peut d'une part être intéressant d'avoir la comète et l'amas dans le même champ, mais aussi ça peut vous permettre de trouver plus facilement la comète, même si a priori elle sera encore vraiment bien visible. Et il y a aussi le 28 octobre où elle se rapproche cette fois-ci d'un amas ouvert, l'amas IC4665, qu'on appelle aussi amas de la ruche d'été. Elle sera un peu plus loin de cet amas ouvert qu'elle ne l'était de l'amas M5, mais ça peut quand même valoir le coup aux jumelles. Outre sa hauteur dans le ciel et sa luminosité, il y a aussi 2 critères qui nous intéressent pour savoir si on va pouvoir bien observer la comète ou pas. Le premier, c'est évidemment la météo. Si le ciel n'est pas dégagé, évidemment, malheureusement, la comète ne sera pas visible. Le deuxième critère qui nous intéresse aussi, c'est la présence de la Lune. Parce que la comète a beau avoir une magnitude vraiment très faible, si la Lune est pleine et dans les parages, ça va compliquer son observation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de chance, la Lune est assez loin de la comète. On le voit par exemple ici le 12, la comète est dans la Vierge et la Lune est dans le Capricorne. La Lune est quasiment pleine, mais vu qu'elles sont assez loin l'une de l'autre, c'est pas trop gênant. Et plus on avance dans le temps, plus la Lune va s'éloigner de la comète. Ici le 14, on voit que la Lune est déjà dans le Verseau alors que la comète est dans la Vierge. Et la Lune va en fait s'éloigner au fil des jours jusqu'à se lever après le coucher de la comète. Du coup, non seulement elle sera de plus en plus loin dans le ciel, mais en plus, à partir de fin octobre, elle sera même plus visible en même temps que la comète. Et en plus, même si elle était visible, elle perd en luminosité aussi puisqu'elle se rapproche de sa phase de nouvelle Lune. La Lune redeviendra visible début novembre et elle pourrait du coup recommencer à être gênante. Mais de toute façon, la comète aura déjà perdu pas mal de sa luminosité à ce moment-là. Du coup, pour résumer, la comète sera visible à l'œil nu jusqu'à environ mi-octobre, et vous pourrez continuer à l'observer aux jumelles ou au télescope jusqu'à fin novembre à peu près. Vous le savez, les comètes, c'est des objets vraiment très aléatoires. Des fois, on les observe, parfois même à l'œil nu, et des fois, en fait, ils se désagrègent avant qu'on ne puisse vraiment profiter de leur luminosité. Pour ces 2023 A3, elle est déjà passée au plus près du soleil, donc a priori, le plus dur est passé. Mais entre le 27 septembre et le 12 octobre, elle reste quand même encore proche du soleil. C'est pour ça qu'on est toujours très prudent sur les estimations de magnitude, etc. Et comme toujours, le fait de pouvoir l'observer ou non dépend aussi de la météo, forcément, de la qualité de votre ciel. Plus il est sombre et moins il y a de pollution lumineuse, mieux c'est. Et aussi, comme elle est très basse sur l'horizon, vous voulez avoir l'horizon ouest le plus dégagé possible pour avoir une chance de la voir. Maintenant que je vous ai donné toutes les infos pour l'observer, on va voir quelques astuces pour la photographie.
Il y a plusieurs techniques pour photographier une comète, mais généralement les meilleures photos, les photos les plus jolies, c'est celles qui sont faites avec un paysage. Pour ça, il vous faudra un APN et un bon trépied ou une petite monture équatoriale. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous utilisez un objectif grand angle pour avoir la comète et un joli paysage en fond, soit vous utilisez un objectif zoom, voire un télescope si vous voulez avoir plus de détails et voir la comète de plus près. Personnellement, je trouve que les photos les plus jolies, c'est celles où la comète se fond dans un paysage, mais sachez que les deux sont possibles. Ensuite, comme d'habitude en astrophoto, vous voulez vous mettre en mode manuel et utiliser le format RAW. Pour les ISO, comme à chaque fois, ça va dépendre de votre APN, donc il va falloir faire des tests. Idéalement, vous voulez avoir des ISO quand même assez faibles. Pour l'ouverture, comme d'habitude, vous voulez avoir la plus grande ouverture possible pour récolter le plus de lumière possible, tout en limitant les déformations qui sont liées à l'objectif. Ensuite, pour les prises de vue, vous faites comme d'habitude une mise au point à l'infini, soit sur les étoiles, soit sur un point lointain dans votre paysage. Et pour le temps d'exposition, il va falloir faire des tests comme pour les ISO. Généralement, on va être entre 10 et 30 secondes, un temps d'exposition assez faible, parce qu'en fait, la comète se déplace plus vite que les étoiles. Et du coup, même si vous avez l'habitude de pouvoir poser pendant assez longtemps avant que les étoiles ne commencent à filer, là pour le coup la comète va être floue. Donc il faut vraiment faire des tests en fonction de la focale que vous utilisez pour voir à partir de quel moment la comète commence à être un peu floue. Même si vos étoiles sont bien rondes et qu'elles ne filent pas, ça veut pas dire que la comète est bien. Enfin, pour le nombre de poses, vous avez le choix, soit un seul cliché si la comète est suffisamment lumineuse, soit plusieurs poses que vous allez pouvoir ensuite empiler dans un logiciel de traitement. Et comme pour la Voie lactée, vous avez aussi la possibilité de faire une pose pour le ciel et la comète et une autre pose pour le paysage. Ça vous permet comme ça d'avoir un paysage bien net et bien exposé et en même temps une comète aussi bien lumineuse. Voilà, vous avez normalement toutes les infos pour pouvoir bien observer et photographier la comète, même si la plage pour l'observer dans les meilleures conditions est pas super grande. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour observer ou photographier la comète, pensez à récupérer le petit tuto vidéo Stellarium pour ajouter la comète, ainsi que le PDF qui contient toutes les informations. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Maintenant, on croise les doigts pour que la météo soit favorable et que vous puissiez observer la comète. Comme d'habitude pour les objets proches du soleil, faites gaffe si vous voulez l'observer aux jumelles ou au télescope autour du 10. Et si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé à partir du 10, pensez à lever les yeux vers l'horizon dans la direction ouest. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de garder la tête dans les étoiles.